suis syndicaliste au sein du ministère du Travail dans un syndicat qui s'appelle la CGT-EFP. Donc c'est la CGT du ministère du Travail et de la fonction publique de manière plus large. Mais voilà, je suis aussi militant de la France Insoumise sur Paris. Donc je passe un coup de main à Michel et je suis très heureux de le faire parce que j'ai bien envie qu'il aille à l'Assemblée nationale et puis pouvoir lui payer des coups à côté du Palais Bourbon. Moi, la question du travail m'a toujours intéressé parce que d'abord, j'aime bien voir les gens travailler, apprendre comment ils font, etc. Et ça, ce qui est magnifique dans mon boulot, c'est que je vois les gens travailler. Et aussi les conditions de vie et les conditions au travail. Parce que le travail, mine de rien, c'est 50% du temps de la vie. Hein. C'est pas une petite affaire. C'est on dort, on mange, on travaille, on dort, on mange, et puis de temps en temps, on a un peu de repos. Et puis le repos, pour l'avoir, il faut se battre, etc., etc. Donc c'est pas une mince affaire, et puis moi je veux qu'on en discute tous ensemble, et puis voir les questions que vous voulez me poser sur l'évolution du droit du travail, sur ce qui est en train de se passer actuellement, peut-être aussi sur ce que nous on propose en tant que France Insoumise pour améliorer les choses, parce que nous on n'est pas là pour dire tout va mal, on est aussi là pour proposer des solutions, et on en a un petit paquet quand même, et je pense qu'on peut commencer à travailler. Quel est l'avenir des CHSCT dans les entreprises ? Dire ce que c'est. Alors les CHSCT, c'est les comités hygiène, sécurité et conditions de travail, avec donc notamment la délégation unique du personnel qui va réduire le nombre des représentants, et la loi travail, le cadre de la loi travail général. Alors tu l'as dit, c'est les comités d'hygiène et de sécurité et de conditions de travail, c'est là où en fait des élus du personnel vont, c'est une instance représentative du personnel, où on ne parle que de l'hygiène et des conditions de travail. Dans les conditions de travail, il y a quand même pas mal de choses. Hein. On peut parler aussi des risques psychosociaux, pas que des conditions de travail, du poste de travail, etc. L'avenir est sombre. On ne sait pas encore tout à fait ce qu'il y a dans la loi Macron, ou la loi Travail 2, on va l'appeler comme ça pour l'instant. Puis comme la loi Travail a quand même une mauvaise réputation, ça fait du bien de mettre la loi Travail dans le dos. On ne sait pas encore. Effectivement, de toute façon, il va sans doute y avoir encore peut-être une extension de la DUP. On va sans doute passer, je sais pas, aux entreprises de moins de 500 salariés, puis peut-être après de 2000. Et puis il y a un autre risque aussi, c'est qu'il y a les seuils. Et les seuils dans les entreprises, c'est au-dessus de 11 salariés équivalents temps plein, il y a des délégués du personnel, et au-dessus de 50, il y a les CE et les CHSCT. Et il se dit que dans la loi Macron, il y aurait l'extension de ces seuils, c'est-à-dire qu'on passerait non plus de 11 mais à 21, et non plus de 51 équivalents temps plein, mais peut-être à 100 ou peut-être même à 200. Donc il va y avoir une coupe drastique dans toutes les institutions représentatives du personnel, ou en tout cas on va essayer de les sucrer le plus possible, parce que faire des réunions pour parler des conditions de travail et essayer d'améliorer la vie des salariés, c'est pas top. Et puis quand le CHSCT a le pouvoir de faire recours à un expert, par exemple, sur les risques psychosociaux qui sont en train d'exploser de partout, on parle de 17% de salariés qui sont potentiellement en burn-out. Effectivement, ça les embête parce que ça coûte de l'argent. Et donc l'avenir des CHSCT, il n'est pas rose. Enfin voilà, ou des CHS, mais de toutes les institutions, les institutions représentatives du personnel, il y a des risques qui sont très forts que, au bout du compte, ce qui permet la démocratie sociale, ou à minima un dialogue, alors certes déséquilibré, mais à minima un dialogue avec les employeurs, disparaissent. Et ça, c'est un vrai risque qu'on a retrouvé avec la loi Rebsamen qui a prolongé l'extension de la DUP, de la direction du personnel, mais on ne sait pas encore exactement ce qu'il y a dans la loi Macron, loi travail numéro 2, mais moi je pense que c'est sur la question des seuils, et je pense que la question des seuils sera dans la loi Macron, et il faudra être très vigilant là-dessus, parce que c'est des heures de délégation qui sautent, c'est des heures où les représentants des salariés ne peuvent pas aller voir les salariés, ne peuvent pas mener les enquêtes parce que le CHSCT a un pouvoir d'enquête. C'est les heures où les représentants du personnel ne peuvent pas recevoir les salariés pour dire ce qui va pas, etc. Et ça, effectivement, dans la loi travail qui va arriver, moi je suis j'ai des vraies craintes sur une disparition progressif, parce qu'ils ne sont pas fous, hein, ils ne vont pas le faire d'un coup, mais progressif de toutes les institutions représentatives du personnel, et donc du minimum de démocratie qu'on pourrait attendre de collectifs de travail. Alors, pourriez-vous nous préciser ce qui est prévu
dans ce que l'on appelle la hiérarchie des normes. Ce qu'on appelle en droit, c'est la pyramide de Kelsen. C'est la loi, les règlements, les décrets, voilà. En droit du travail, on avait quelque chose qui s'appelait le principe de faveur. Et le principe de faveur, c'est un principe très simple, c'est que aucun accord de branche ou d'entreprise, donc il y a les accords d'entreprise, les accords de branche et la loi, c'était comme ça, donc aucun accord d'entreprise ou de branche aucun accord ne pouvait être plus défavorable aux salariés que la loi. C'est-à-dire que la loi, c'était le minimum, et si on trouvait des accords qui amélioraient les conditions de travail, les conditions salariales, un certain nombre de choses, on pouvait le faire. Maintenant, avec l'inversion de la hiérarchie des normes, qui n'a pas commencé avec la loi travail d'El Khomri, qui n'a pas commencé avec le Parti socialiste, mais qui a réellement commencé en 2004, qui a été poursuivi en 2008. Donc en fait, on a le gouvernement Raffarin de l'époque, le gouvernement Sarkozy-Fillon, prolongé par le gouvernement socialiste Hollande-Valls-El Khomri, Macron. Maintenant, on peut déroger au Code du travail sur un certain nombre de points. Par exemple, avec la loi travail, on a pu commencer à déroger sur la question du temps de travail, sur la durée maximale du travail. Alors il y a quand même un palier sur la durée maximale du travail, c'est 48 heures, c'est les directives européennes, c'est comme ça. Sauf que, par exemple, sur les heures supplémentaires, là on va pouvoir avoir des accords d'entreprise qui sont défavorables. Avant, la majoration des heures supplémentaires, c'était 25% pour les 8 premières heures et 50% pour celles qui suivent, jusqu'à 48. Là, on peut avoir des accords d'entreprise qui vont tomber, enfin, où la majoration sera à 10. Moi, je pense qu'on va tomber sur des majorations où la majoration sera 0, parce que ce sera comme ça. Il y a un autre fait aussi sur la destruction de la hiérarchie des normes, c'est que les accords d'entreprise sont en train de se développer de manière très forte. Et on a eu la mise en place avec Sarkozy de ce qu'on a appelé les accords compétitivité-emploi, c'est-à-dire quand une entreprise disait qu'elle était en difficulté, pendant 2 ans, on pouvait soit augmenter le temps de travail sans augmenter le salaire, soit diminuer les rémunérations salariales. C'est un exemple qui est très connu, c'est l'exemple de Goodyear. Pendant 2 ans, ils ont accepté de travailler plus, et au bout de 2 ans, la boîte, elle dit quoi? Bah ok, c'est très bien, vous avez fait ce qu'on vous a dit, et bien on se casse. Quand on est libre dans l'urne, on fait ce qu'on veut. Quand il y a 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, on ne fait pas ce qu'on veut, on a la frousse, on a les miquettes. Et donc on est prêt à accepter tout et n'importe quoi parce qu'il y a 6 millions de chômeurs et qu'on n'a pas envie de se retrouver dans cette situation. Et l'inversion de la hiérarchie des normes, en fait, elle joue là-dessus. C'est que s'il n'y avait pas de chômage, s'il n'y avait pas de pauvreté, ils ne le feraient pas. Parce que les mecs diraient, bah non, on n'est pas d'accord, d'ailleurs on va faire un référendum d'entreprise et un accord d'entreprise qui sera bien mieux. Hop, et puis si t'es pas content, nous on va partir, de toute façon le concurrent il nous paiera plus cher. Quelle que soit la loi en fait. Quelle que soit la loi, bien sûr, il y a des questions de rapport de force qui se jouent et qui sont dues au chômage, enfin au chômage ou au plein emploi, quand il y a plein emploi, mais passer des accords d'entreprise, ils seront favorables. Et l'inversion de la hiérarchie des normes qui a été entamée en 2004 et qui a été poursuivie par le gouvernement socialiste, va dans ce sens-là. Et effectivement, je pense que la loi Macron va entériner pour de bon, moi, ce que j'appelle le principe de défaveur. C'est que c'est plus le principe de faveur qui joue, mais ce sera le principe de défaveur. On pourra déroger et il faudra, pour que la dérogation soit bonne, de toute façon, qu'elle soit moins favorable aux salariés. Et on va dans ce sens-là et c'est effectivement très inquiétant. Nous, par exemple, à la France Insoumise, on propose que les comités d'entreprise aient un droit de veto, où en fait c'est un droit de veto au sens propre du terme, sur toutes les questions stratégiques pour les entreprises. Voilà, nous on réinitie la démocratie dans l'entreprise, alors que eux, en faisant semblant d'en mettre, ils sont en train de casser et d'imposer des rapports de force qui sont absolument terribles, hors du droit effectivement, puis c'est la formule de Mélenchon, vous la connaissez, hein. C'est un code de la route par village. Et là, c'est un code du travail par entreprise. Et c'est exactement ça sur lequel on est en train de se faire. Et là où en plus c'est terrible, c'est que pour que les salariés s'organisent, mais pas que dans l'entreprise, mais entre les divers secteurs d'activité, si on n'a plus les mêmes règles, les mêmes droits, ça c'est quelque chose qui va être de plus en plus difficile à faire parce qu'on n'aura pas forcément les mêmes intérêts. Et l'autre, pour terminer sur la hiérarchie des normes et sur l'inversion de la hiérarchie des normes,
en fait, ils sont en train d'installer un dumping c'est un dumping social, mais entre entreprises. Parce que les grandes entreprises, elles vont pouvoir imposer des conditions qui sont extrêmement difficiles à leurs salariés, alors que les petites entreprises, les TPE, le boulanger, le petit maçon, le petit artisan du VTP, etc., il ne sera pas dans ce rapport-là avec ses salariés, c'est pas vrai. Et c'est-à-dire qu'en fait, les grosses boîtes vont pouvoir avoir un avantage en termes de conditions salariales, de conditions de travail sur les petites entreprises. Donc c'est un vrai dumping entre entreprises. Et c'est l'une des choses aussi sur lesquelles il faut dire, et nous on a intérêt à dire, c'est que les petites entreprises n'ont pas intérêt à ça. Alors, nous, on a discuté du Code du travail, etc. Et on avait des urgences ou des priorités différentes. La laïcité dans l'entreprise, les licenciements, la protection sociale, etc. Enfin, et la question, c'est, dans la bataille qui s'ouvre ou qui s'est menée, quel serait le point central qui permettrait de cristalliser la lutte ou alors quel est le plus grand danger à venir dans ce magma de règles qui changent? C'est un peu compliqué parce que là on n'est pas que sur du droit, là, on est dans de la politique pure en fait. Hein. Et si tu me poses la question, moi je te dis que la mère des batailles c'est l'emploi. Parce que le rapport de force dans l'entreprise se fait en fonction du taux de chômage ou du taux de plein emploi. Parce que quand il y a du plein emploi, c'est ce que je disais tout de suite, quand il y a du plein emploi, tu peux changer de boîte en disant à ton patron, ben ouais mais tu ne me payes pas assez, je pars. Quand il y a 6 millions de chômage. L'ubérisation, oui, oui, il n'y a plus d'emploi dans ce cas-là. Oui, c'est ça. Ça, c'est la deuxième chose. Mais pour moi, la mère des batailles, c'est celle-ci. C'est d'abord comment on arrive au plein emploi. Moi, je suis pour le partage du temps de travail, ça me paraît absolument nécessaire. Il faut revenir à des 35 heures réelles, parce qu'il faut bien comprendre que il y a eu un développement de ce qu'on appelle les forfaits, qui sont normalement pour les cadres, et qui sont pour les cadres qui ont une autonomie, etc. Mais en fait, dans la réalité, il y a plein de boîtes où c'est des gens qui ne sont pas des cadres, qui sont tout de même au forfait, et ça veut dire qu'il n'y a plus aucun contrôle sur la durée du temps de travail, excepté le repos quotidien, enfin le repos hebdomadaire, pardon, mais même plus sur les durées maximales, où on est complètement paumé. Moi, je pense que c'est la mère des batailles, et je pense que l'autre mère des batailles, c'est effectivement de remettre de la démocratie dans l'entreprise. C'est le droit de veto des salariés au CE, des représentants des salariés au CE. Ça, c'est un truc fondamental, parce que quand on a ça, ça veut dire qu'on ne rentre pas forcément dans de la cogestion, mais il y a une reprise en main du pouvoir par les salariés, et comme les salariés connaissent mieux leur activité, connaissent mieux le boulot que des financiers qui débarqueraient, ça me paraît absolument nécessaire. Et tu as mis un deuxième point, c'est que effectivement, il faut absolument combattre l'ubérisation. Parce qu'on appelle l'ubérisation, ce que j'appelle le développement du travail journalier. On revient au tâcheron ça s'appelait comme ça, hein. On revient au tâcheron du 19e siècle. C'est-à-dire qu'on va te payer, etc., etc. Et d'ailleurs, c'est dans notre programme, c'est aussi de faciliter la requalification des employés qui sont, on va dire, ubérisés, ou ouais, on va utiliser cette expression-là, en CDI. Moi, je ne vais pas te donner les boîtes, parce que pour des raisons professionnelles, mais il y a des boîtes de livraison à domicile, par exemple, où les gens sont... Non, mais voilà. Mais où en fait, les gens à vélo sont des salariés, prennent des risques, n'ont aucune sécurité sociale derrière, n'ont pas de CHSCT pour leurs conditions de travail, et en plus, c'est des emplois qui sont dangereux. Leur accident ne sera pas requalifié en accident du travail. Leur maladie professionnelle, ce ne sera pas des maladies professionnelles parce qu'ils n'étaient pas salariés. Et on a toutes ces choses-là. Et effectivement, il faut absolument combattre ça, et c'est absolument primordial. Et je rajouterai pour certaines boîtes que non seulement il y a l'ubérisation, mais il y a le développement des CDD abusifs. Juste un petit mot sur la précarisation. Vous savez, c'est l'argument des libéraux. Ils vous disent que le code du travail est trop complexe, ça ne nous permet pas d'embaucher. Donc, ils veulent tout libéraliser, ils veulent tout flexibiliser, mais quand on fait ça, ça veut dire qu'on fragilise les gens, on fragilise leur parcours professionnel. Et quand on fragilise les parcours professionnels, les gens, les salariés, c'est des acteurs économiques, donc ils ont moins tendance à consommer, parce qu'ils savent faire de quoi demain sera fait, à plus épargner, à moins investir,
les banques ne prêtent plus, ne font plus crédit, et donc ça casse la machine économique. Donc en fait, quand ils vous disent il faut flexibiliser pour créer de l'emploi, en fait ça va provoquer tout l'inverse, on va casser la machine économique à tout flexibiliser. Moi je pense que le partage du temps de travail est absolument nécessaire. D'ailleurs il suffit de regarder le taux de travail, de temps de travail des pays développés depuis le début du XXe siècle n'a cessé de diminuer. C'est un fait anthropologique. Il y a la robotisation, il y a l'entrée des femmes sur le marché du travail, il y a un certain nombre de choses qui font, ouais, mais c'est vrai, et qui font que il y a une baisse du temps de travail et que c'est quasiment anthropologique. Il faut continuer dans ce sens-là. Et au contraire, quand on entend un Fillon dire il faut plus de durée limite du temps de travail, en fait, c'est pas qu'il y en aura toujours une, c'est 48 heures. En tout cas, pour l'instant, c'est juste qu'il veut supprimer toutes les majorations pour les heures supplémentaires. Hein. C'est juste ça, et il ne faut pas mentir, c'est ça leur but. Moi, je pense que la diminution du temps de travail est absolument nécessaire. Et puis, deuxième, on a quelque chose d'absolument fantastique devant nous en termes d'intelligence humaine à produire, c'est la transition écologique. Et là, il y a des milliers d'emplois à inventer. Et ça, à mon avis, c'est une piste qui est absolument géniale. Chez les cadres, justement, il y a un gros problème de pression au travail et de risque de burn-out et que les cadres, la plupart du temps, sont pris au piège et de leur responsabilité et de leur rémunération aussi, parce que tu gagnes tant, c'est normal que tu bosses 12 heures par jour, c'est un peu ça. Donc quelle est votre vision là? Moi, ma vision, c'est qu'il faut mettre fin au forfait. Il faut mettre fin au forfait et il faut embaucher. Voilà, c'est tout, il faut embaucher. Et parce que payer quelqu'un 4 000 € par mois, mais s'il bosse 60 heures semaine, il suffit de faire un ratio en temps horaire. Il y a des gens qui sont même pas, il y a des gens qui sont pas au SMIC, qui sont des cadres au forfait et qui sont pas au SMIC horaire. C'est quand même ça la réalité. Et donc moi personnellement, je suis pour qu'on raye les forfaits du Code du travail. Ils veulent le simplifier, on va simplifier quelques articles de loi. Je suis assez d'accord. Qu'on est effrayé qu'il y a encore des différences de salaire qui sont raisonnées juste par le fait qu'il y a des femmes qui pourraient peut-être un jour tomber enceintes, et on trouve ça complètement injuste. Sur les égalités hommes-femmes, il faut bien comprendre que, alors on présente souvent, c'est une inégalité qui représente à peu près, alors selon les études, entre 19 et 25%. Il faut bien comprendre que cette inégalité-là, elle n'est pas à temps de travail égal et à poste de travail égal. Il faut bien le comprendre, parce qu'à poste de travail égal et à temps de travail égal, elle est d'environ 8 à 9%. On inclut déjà voilà. les Et en plus, ça dépend des professions, parce que chez les cadres, par exemple, les inégalités en termes de salaire diminuent entre 2 et 4%. Donc il faut faire très attention avec cette question-là. De temps en temps, on se trompe en présentant de manière très brutale l'inégalité salariale, elle est de 25%, elle n'est pas de 25%. La véritable inégalité entre les hommes et les femmes au travail, c'est le temps de travail. Et c'est les temps partiels subis. C'est les temps partiels subis parce que c'est les femmes qui vont aller chercher les enfants, c'est les femmes qui vont chercher les gamins à l'école, les femmes font plus de tâches ménagères, etc. Mais il faut faire très attention à cette question-là. Parce qu'il faut bien avoir en tête que la véritable inégalité, c'est quant à l'accès au nombre d'heures de travail possiblement travaillées. Et moi, à mon sens, effectivement, par contre, il faut de toute façon qu'il y ait plus de contrôle sur ces questions-là. Mais pour qu'il y ait plus de contrôle sur ces questions-là, il faut qu'il y ait plus d'agents de contrôle à l'inspection du travail. Et je vous donne une anecdote comme ça, mais comme ça, je vous la glisse. C'est le dernier cadeau que nous a fait Madame El Khomri. C'est une suppression d'à peu près 10% de postes d'agents de contrôle à l'inspection du travail. Comme chaque agent de contrôle a environ 10 000 salariés, je vous laisse faire le calcul de salariés supplémentaires, de charges de travail supplémentaires et en fait de travail qui ne sera pas fait parce qu'on n'aura pas les moyens humains de le faire. Est-ce que ça ne se trouve pas justement, cette différence au niveau des retraites? Oui, et on les retrouve au niveau des retraites, bien sûr. On est, je crois, à 1008 chez les hommes en moyenne et à 1002, mais je ne veux pas dire de conneries sur les chiffres, mais oui, non, mais la différence, elle est très nette. Elle est très nette. Et puis les femmes qui n'ont jamais travaillé, par exemple les femmes d'agriculteurs, pas qui n'ont... De manière salariée. Qui n'ont jamais été salariés. Qui n'ont jamais été salariés. Par exemple, les femmes d'agriculteurs, par exemple, effectivement, elles ont été les premières touchées par ça parce qu'elles n'ont jamais cotisé. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, elles n'ont pas travaillé parce qu'elles ont fait les travaux comme le mari. Et effectivement, c'est sur les retraites que ça touche.
Donc l'inégalité salariale, effectivement, elle se répercute aussi... Visible. Elle est plus ouais, visible là. elle est plus visible là, oui. Et les prud'hommes aussi. Moi, j'ai des cas où il y a des non-paiements de salaire, et dans certains tribunaux, alors que ça doit être des mesures en référé, donc extrêmement rapides, en fait, les salariés vont attendre 3, 4, 5 mois, parce que les tribunaux, les prud'hommes, sont absolument submergés par la demande, là, pour le coup. Comme quoi, quand il y a de la demande... Et ils peuvent même plus faire le taf, ils le font, ils peuvent même plus le faire bien. Et on a plein de cas qui sont comme ça, effectivement. Et puis avec des licenciements pour inaptitude qui seraient bien à vérifier, ouais. Des conditions de travail épouvantables, souvent dans l'associatif, hein, puisque je suis bien placé pour le savoir. Voilà, et c'est exactement la même chose, on en arrive effectivement à une casse totale du service public, à cette délégation de service public qui existe partout. Mardi encore, je recevais des salariés de la piscine de Saverdun, hein, puisque je tiens des permanences d'accueil syndical et juridique, hein, qui étaient dans une association gérée par la mairie, par la Comcom de Saverdun, hein, mais avec des conditions de travail épouvantables, des convocations à des entretiens préalables qui ne respectent pas ni les délais de convocation ni quoi que ce soit, bon, vraiment des choses épouvantables. Aujourd'hui, on se met les mains sur la tête, hein, même dans nos permanences. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Mardi, le femme enceinte hein, qui se retrouve en inaptitude. C'est une maladie. Parce que, voilà, pour la protéger, par rapport aux conditions de travail qui étaient faites par l'employeur, hein, cette femme, le médecin du travail a préféré, je comprends la décision du médecin du travail, au regard de la maltraitance que subissait cette femme a été mise en inaptitude. Hein, c'est clair qu'on va le faire requalifier, hein, c'est clair que ça va finir devant le Conseil des prud'hommes. Il l'a fait pour la sortir parce qu'elle était en danger. Mais elle était en danger. On dit à certains salariés, essayez de voir, alors qu'on est contre, moi je suis contre la rupture conventionnelle. Le principe même de la rupture conventionnelle, je suis contre. C'est 350 000 par an, c'est les plans de sauvegarde de l'emploi déguisés qui se cachent derrière, etc. Je suis contre ça. D'ailleurs, dans le programme, on enlève on vire cette chose-là qui a été faite en 2008 par Sarkozy. Mais nous, dans des cas où il y a des cas de harcèlement moral, ou des risques psychosociaux extrêmement importants, on en vient à dire à des salariés, essayez de voir si vous ne pouvez pas obtenir une rupture conventionnelle pour vous dégager de ça. Alors qu'effectivement, si nous, on pouvait appliquer notre programme, ils pourraient démissionner et toucher le chômage. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important, ça c'est un des points, un des beaux points de notre programme d'ailleurs, c'est qu'on met fin, parce que la rupture conventionnelle, c'est le plan de sauvegarde déguisé derrière, hein. Ce qu'on appelle le plan de sauvegarde de l'emploi, ce qu'on appelle le plan de licenciement économique quand on parle vrai. Mais oui, mais on en vient là, c'est terrible. Hein. Quand tu as des gens, tu te dis, mais bon, putain, on ne peut pas les laisser comme ça, je vais appeler le patron pour voir s'il n'y a pas moyen d'avoir une rupture conventionnelle, parce qu'elle va craquer, la personne. Elle va craquer, je veux dire qu'elle peut aller se foutre en l'air. Mais en fait, on y met tout dans le code de travail. Si on dit obligation des chaussures de sécurité, ce sera dans le code du travail. Par contre, le truc, voilà, tous les additifs, le truc le plus important, c'est effectivement la convention collective. Et c'est ça qu'ils veulent casser. Et ce qu'il faut protéger, et la convention collective, elle, c'est ça. C'est gros, c'est épais comme ça. Et c'est ça qu'il faut protéger, parce que c'est ça qu'ils veulent casser. Parce que, comme il l'a dit, c'est diviser pour mieux régner. Au début, je me suis dit, je pourrais vous parler des 525 morts par an, des milliers de maladies professionnelles, des 48 millions de... Si je dis plus de temps, il faut que je vérifie mes chiffres. Mais de journées de travail en accident du travail, etc. Moi, ce que je veux vous dire pour conclure, c'est qu'il y a deux programmes, et il y a deux choses. Il y a ceux qui veulent tout détruire et il y a ceux qui veulent reconstruire. Il y a ceux qui veulent qu'on soit serf dans l'entreprise, il y a ceux qui veulent qu'on soit souverain dans l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement important. Et je vous conseille d'aller sur Internet regarder le livret travail qui a été édité par la France Insoumise, où il y a nos principales mesures quant au droit du travail. Et la première de toutes, c'est réintroduire ce principe de faveur. Et moi, j'ai un combat que j'aimerais voir un jour gagner, c'est la constitutionnalisation de celui-ci. Et pour celui-ci, il faudra la 6ème République. Et elle peut encore se faire. Et juste un truc, les copains, vous dites pas que c'est perdu, ces législatives. Vous dites pas que ça sert à rien. Parce que 15 députés, c'est bien, ça permet d'avoir un groupe et de poser des questions. 58, ça permet de poser une mention de censure.
et 286, si mes calculs sont bons, ça permet d'avoir une majorité. Et là, on change la vie des gens pour de bon, et il ne faudra pas attendre 5 ans. Et si on n'y arrive pas, ne lâchez jamais rien. Ce sera dans la rue que ça se jouera, et on aura besoin d'élus pour nous aider à le faire. D'accord.